Pourquoi la prise de parole produit-elle couramment un tel effet d'angoisse pour celui qui en fait l'expérience? Pourquoi semble-t-elle être perçue comme beaucoup plus engageante que d'autres formes de communication et d'expression? Je pense d'abord à la question de l'immédiateté. En effet, cela implique un lâcher-prise suffisamment opérant pour que les mots puissent traverser la bouche et sortir formulés. Un lâcher-prise empiédé au contrôle qui tend à reprendre les rênes de cette production naissante. Prendre, lâcher, reprendre. Mais de quoi est-on en train de parler? Au moment où je vous parle, par exemple, rien ne m'assure que je ne vais pas faire un lapsus, ou qu'une quelconque manifestation corporelle qui échappe à mon contrôle, ou devrais-je dire au contrôle du moi, un chevrotement, une voix qui déraille, un couac, ne va pas faire éruption et donner un tout autre sens à mon discours, et cela devant vous tous, dont l'attention est portée à ma personne, ou plus exactement, à mon discours. Nous verrons bien, donc, ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, c'est bien d'une rencontre qu'il s'agit. Gardons-le en tête. Dans cette rencontre à l'autre, à vous, une part m'échappe, une part même du propos que j'ai préparé à cette occasion et que je vous expose à présent en prenant la parole. Il y a de l'altérité. On prend la parole devant un autre, devant d'autres, parmi d'autres. On ne prend pas la parole seul. Cette part qui m'échappe et que je redoute, cette part prête à surgir de l'ombre dans laquelle je déploie tant d'énergie à la maintenir cachée, en premier lieu de moi-même, cette part donc n'est autre que l'inconscient et ses manifestations. C'est la manière dont il peut se présenter malgré moi, au vu et au su de tous, qui produit l'angoisse, la possible faillite du refoulement, sans camouflage possible, puisque vous serez là pour en témoigner. Il m'est avis que c'eût déjà été autre chose si j'avais enregistré mon propos et vous en avez diffusé le contenu au lieu de me frotter à cette rencontre. Prendre la parole. N'est-ce pas une curieuse formulation? Si je m'en réfère au dictionnaire, la parole constitue la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage articulé émis par les organes phonateurs. C'est encore l'usage de cette faculté, l'expression verbale de la pensée. Et prendre, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se prend? Prendre, le dictionnaire indique, mettre avec soi, saisir quelque chose ou quelqu'un. Son antonyme, c'est lâcher. Prendre la parole plutôt que la donner, au moment même où il s'agit de consentir à lâcher quelque chose, mais quoi? À se départir d'un élément qui provient du corps. Et d'ailleurs, est-ce qui en provient ou bien qui passe par le corps? Celui qui donne, donc, c'est encore l'autre. Et prendre, cela signifie qu'elle se situe ailleurs. Alors, à qui est-elle prise, cette parole? Éviter de prendre la parole est-il à entendre comme une inhibition? Y a-t-il un moment où cela fait symptôme? Dans cette opération, comment s'invite l'angoisse et à quel moment? Est-ce que l'acte de prendre la parole implique une expérience de castration? Voici les différentes questions que je partage avec vous en préambule de mon développement, que j'aborde à présent à la lumière de Inhibition, symptômes et angoisse, écrit par Freud en 1925. C'est le moi qui produit et éprouve l'angoisse. Le moi, nous dit Freud, est le lieu de l'angoisse proprement dit. Dans ce texte, celui-ci nous indique qu'une fonction est inhibée pour éviter l'apparition de l'angoisse. Elle consiste en une restriction normale d'une fonction opérée par le moi. C'est parce qu'est attaché à la fonction dont il est question un excès d'érotisation que le moi l'inhibe. Freud donne l'exemple des doigts pour le pianiste ou pour l'écrivain, ou des pieds, utiles à la marche,
fonctions qui toutes deux peuvent être inhibées du fait de l'excès d'érotisation qui leur est attribué et de l'angoisse que cela produit. N'est-ce pas au même procédé que répond l'inhibition de la prise de parole? Inhibition tout d'abord, car c'est bien la fonction phonatoire qui est ici en jeu, avant même tout indice morbide qui pourrait lui donner le statut de symptôme. L'angoisse, donc, prend racine dans la signification sexuelle qui est attribuée à la fonction moïque d'un organe. Son érogénéité, excessive, produit une équivalence psychique entre faire fonction de cet organe et exécuter l'action sexuelle interdite. Pénétrer l'autre par la parole, alors même qu'il est connu de tous que cet autre ne pourra d'abord s'en défendre, en effet, l'oreille fait partie des orifices qui ne peuvent se fermer, la signification sexuelle pouvant lui être rattachée pourrait donc bien être à l'origine de l'inhibition de cette fonction. Ne pas prendre la parole devient ainsi une manière de faire l'économie de l'angoisse, d'un refoulement et avant tout d'un conflit avec le sein. Avec le sein, mais également avec un surmoi sévère dont Freud nous indique qu'il peut s'opposer aux actions pouvant mener au succès et au profit et de ce fait engendrer des inhibitions. Le moi se trouve ainsi pris entre le surmoi et l'émotion pulsionnelle en provenance du sein et répond au conflit que cela pourrait occasionner par l'inhibition. J'ai d'abord axé mon propos sur l'inhibition car le symptôme, au sens que lui attribue Freud, d'indice d'un processus morbide, n'apparaît pas comme présupposé incontournable dans une difficulté à prendre la parole. Cela peut l'être, bien sûr, et Freud, dans son essai, nous indiquait déjà qu'une inhibition peut aussi être un symptôme, mais l'inhibition peut tout à fait se produire sans symptôme. Dans cette perspective freudienne, il me semble que le symptôme, ici, ce pourrait être une aphonie, une dysphonie, ou toute autre altération de l'organe qui viendrait empêcher la prise de parole. Après avoir explicité ce que sont l'inhibition et le symptôme, Freud poursuit sa démonstration en abordant le rôle que joue le refoulement. L'enjeu pour le moi étant d'intervenir contre un investissement d'objet libidinel du sein, Freud précise que cet objet n'est autre que celui du complexe d'Oedipe, qu'il soit positif ou négatif. Cet enjeu est déterminant pour le moi car céder à cet investissement comporte la menace de castration. De ce fait, l'émotion agressive contre le père, comme l'émotion tendre à l'égard de la mère, peuvent toutes deux être tenues à l'écart au moyen du refoulement, du fait du caractère désagréable qui leur est associé. Le refoulement n'est donc pas autre chose qu'une défense contre cette angoisse naissante. Ici, Freud énonce sa seconde théorie de l'angoisse, à savoir que c'est l'angoisse qui fait le refoulement, et non le refoulement qui fait l'angoisse comme il l'avait d'abord avancé. Sur le modèle de la fuite d'un danger externe, l'organisme répond à un processus interne non souhaité par le moi en se détournant du champ d'action du danger. Le danger de pulsion, interne donc, provoque l'angoisse car il fait écho à un danger extérieur qui est la menace de castration. Le refoulement équivaut finalement à une tentative de fuite. La parole comporte ce pouvoir de toucher l'autre, que ce soit tendrement ou agressivement. Elle provient du corps, car elle est médiatisée par la voix, mais elle possède cette faculté particulière de pouvoir être émise à distance et de pouvoir toucher plusieurs objets à la fois. À l'instar du raisonnement de Freud, la motion pulsionnelle hostile éprouvée contre le père et l'angoisse qui lui est rattachée peuvent se trouver à l'œuvre dans la prise de parole et décliner en ces termes. Prendre ou ne pas prendre, saisir ou ne pas saisir, l'avoir ou ne pas l'avoir. Plutôt qu'une inhibition complète de la prise de parole, un premier compromis, que nous pourrions qualifier d'inhibition partielle, peut apparaître dans les nuances apportées au discours. Cette manière de moduler, d'atténuer la parole avant même de la prendre, place le conflit en amont de l'acte en lui-même.
Il situe le conflit interne que produit la menace encourue à dire. En suivant le raisonnement de Freud, nous comprenons que cette limite, imposée par le moi et qui prend la forme d'une inhibition de la prise de parole, n'a d'autre destin que d'échapper au but de la pulsion, celui de céder à ses désirs érotiques auxquels le danger de castration éprouvé dans l'enfance, ou un danger analogue à celle-ci, nous dit Freud, est toujours associé. Cette crainte, n'est-ce pas celle de céder au désir de tenir des propos agressifs qui pourraient actualiser la menace de castration? Souvenons-nous que Freud avait pris la précaution de parler de danger de castration ou d'un danger analogue à celui-ci. C'est ainsi qu'en partant de l'angoisse de castration, qui correspond à l'angoisse de séparation propre à la phase phallique, celle d'avec l'organe génital, il remonte le fil des différentes expériences de séparation que rencontre l'être parlant. Le contenu intestinal, le sein, l'amour de l'objet et la première de toutes, la naissance, qu'il qualifie d'angoisse originaire. Toutes ces expériences d'absence éprouvée de l'objet produisent comme réaction de l'angoisse. Il identifie également qu'avec le temps et l'impersonnalisation de l'instance parentale, de qui l'on redoutait la castration, le danger devient plus indéterminé. L'angoisse de castration se développe en angoisse de conscience, en angoisse sociale, nous dit Freud. Ne serait-ce pas à ce moment-là que, au lieu de la prise de parole, le moi s'en saisit de la parole en ne la lâchant pas, tentant par là d'éconduire l'angoisse et ainsi fuir les menaces de perte et de castration qui l'ont fait surgir. Finalement, si la voix peut provenir de soi, elle implique à la fois les dimensions corporelles et organiques de l'être, la parole bien dite n'est pas uniquement à celui qui s'exprime. Elle le dépasse, le précède, lui succède, le traverse. D'emblée, elle introduit de l'autre dans le discours. Et c'est cela qui en fait un acte qui introduit de la castration, en parallèle de l'angoisse qui lui est souvent associée.